Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais encore envie de vous faire une interview et j'avais énormément envie de vous parler d'un sujet qui me passionne depuis des années, qui est l'astrologie. Et quoi de mieux pour parler d'astrologie que de parler avec un astrologue et formateur directement. Donc aujourd'hui, je vous propose une interview de François Leleu qui est astrologue et formateur en astrologie védique. Donc c'est la pratique du Jyotish ou qu'on appelle aussi astrologie sidérale. Et aujourd'hui, on va parler avec François donc des bases de l'astrologie védique qui est vraiment très différent de l'astrologie tropicale qui est assez connue chez nous. Avant de vous laisser découvrir cette interview avec François, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Om Veda Ayurveda pour retrouver toutes les semaines des nouveaux contenus sur l'Ayurveda, le Tantra, la spiritualité, le développement personnel et toutes les choses que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne. Je vous ai également mis en barre d'infos les liens de François avec notamment ses prochaines dates en fait pour les formations en astrologie védique. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie de cette interview où on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'astrologie et les différents profils en fait qu'on peut trouver en astrologie. En fait, ce qui est intéressant de voir dans mon parcours, c'est comment l'astrologie indienne est arrivée. Je ne suis pas véritablement au départ très branché sur l'astrologie classique, mais ayant un parcours spirituel depuis que je suis enfant, puisque j'ai médité très tôt et que j'ai pratiqué de longues heures tous les jours pendant de nombreuses années, je suis tombé par hasard sur des documents qui parlaient de l'astrologie indienne, donc tirés des Védas. Et en fait, lorsque je me suis penché sur ces quelques documents, je me suis aperçu que je comprenais rapidement. J'ai bien vu qu'il y avait une résonance très particulière avec cette astrologie qui était relativement facile pour moi à pratiquer. C'est comme ça qu'il y a plus de 25 ans, je me suis mis à l'astrologie indienne alors que j'avais une profession puisque j'étais avocat. Voilà. J'avais les deux aspects. Donc j'ai continué mon boulot d'avocat tout en pratiquant l'astrologie indienne. Et comment on la pratique? En faisant les thèmes de ses proches, de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et puis après, tout doucement, j'ai eu une petite clientèle. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai beaucoup plus de temps pour presque diffuser cette connaissance, puisque c'est une connaissance qui provient des Védas, comme l'Ayurveda. Donc une connaissance très particulière, puisqu'elle n'est pas mentalisée ni égotisée, puisque les rishis, c'est le nom de ces sages qui ont découvert les Védas, ont perçu directement les règles, toutes ces règles de l'astrologie indienne. Ils ont perçu directement toutes ces règles. Comment ça fonctionne? On utilise 9 corps célestes. Comme toute astrologie, le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne, et 2 positions de la Lune, qu'on appelle Rahu, la position nord, et Ketu, la position sud. Ces 9 corps célestes sont suffisants pour les rishis pour percevoir clairement l'état de notre évolution spirituelle, puisque pour les rishis, nous avons plusieurs existences et nous en avons eu beaucoup, mais vraiment beaucoup, et que le but de ces existences, c'est de retrouver sa dimension intérieure, sa propre essence, le contact avec soi-même, le contact avec le divin. En fait, c'est la même chose. Donc, pour eux, l'âme que nous sommes, reliée à un corps, donc incarné, doit, à travers ces diverses incarnations, faire différentes expériences pour, à un moment donné, percevoir que on n'est pas vraiment l'ego, on n'est pas vraiment le mental, on a un corps émotionnel qui nous chahute et qui vient nous chercher, mais on n'est pas celui-ci. Et on doit donc se désidentifier de ces trois-là, de ces 3 énergies, qui sont vraiment bien distinctes et bien distinguées dans l'astrologie indienne. Et après, il faut, comment dirais-je, transmuter ces énergies du mental, de l'ego et du corps émotionnel. D'accord. Et donc, du coup, si je comprends bien, en fait, le jyotish, c'est plus un art en fait lié à la pratique spirituelle. Ou quels sont les aspects concrets en fait que tu lui donnes toi dans ta pratique? En fait, le Jyotish a vraiment été créé pour qu'on ait un GPS, une sorte de GPS lorsqu'on s'incarne
où est-ce qu'on est vraiment, où est-ce qu'on doit aller, quelles sont la part de karma, puisque le karma, c'est le résultat des actions passées, quelle part de karma nous avons choisi de régler dans cette incarnation, comment on peut le régler, comment on peut transmuter les énergies. La transmutation énergétique est importante, hein, puisqu'en fait, le karma, comme l'ensemble des mouvements du corps émotionnel, crée dans l'esprit des objets énergétiques qui prennent de la place, ce qui fait que notre champ de conscience est pris par tous ces objets énergétiques, que ce soit des émotions, des blocages mentaux, des projections ou autres. Donc, il faut… le Jyotish va nous indiquer quel est l'état de ce karma et comment on peut, en fonction de notre degré d'évolution, transmuter, dénouer tout ça. Et en même temps, on a la possibilité, bien évidemment, d'avoir des tas de renseignements sur toutes les informations de notre quotidien, que ce soit quelle est la capacité que nous avons à être en couple, à avoir des enfants, à avoir telle ou telle activité, la capacité à avoir des amis, la capacité à être créatif, la capacité à vivre, en fait. Hein. L'astrologie indienne est centrée, bien évidemment, sur l'éveil spirituel, mais l'éveil spirituel concerne en fait la totalité de l'existence d'un être humain et son quotidien est de toute façon très souvent observé avec précision pour percevoir dans ce quotidien quel degré comment dirais-je, d'énergie karmique s'installe progressivement, ce qui fait qu'on peut avoir des blocages le matin quand on se lève, le soir ou après manger. Enfin, à divers moments de la journée, on peut avoir des divers blocages qui proviennent en fait de vieilles histoires karmiques qui se rejouent. Donc, l'astrologie indienne est reliée à la spiritualité la plus haute et en même temps au quotidien le plus classique. Rien en fait n'est mis de côté. Est-ce que, du coup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, avec l'astrologie, ont une sorte de blocage, tu sais, par rapport au côté très déterministe, en fait, que ça nous donne comme impression. C'est quoi ta vision de ça? Alors, qui gère l'incarnation. Une première, ça va être la force du karma. Là, il y a du déterminisme. Après, il y a un processus spirituel qui est initié par le Créateur, on va dire par la vie en elle-même, qui va aider la personne à aller dans une direction évolutive. La direction évolutive, c'est l'expansion de conscience. On ouvre la conscience. Le champ de conscience qui est limité va s'ouvrir au fur et à mesure. Ça, c'est la deuxième force que l'on trouve dans un thème. Et la troisième force, ce sont nos efforts personnels. Ce qui fait qu'il y a une partie qui est prédéterminée, une partie qui est très bienveillante et qui va nous aider, si on sait l'écouter, à nous amener dans une direction qui est bienveillante. Et en même temps, nous avons nos propres efforts. C'est tellement précis que de l'existence, nous allons être gérés par des périodes planétaires très précises, à l'heure près. Et ces périodes planétaires vont nous indiquer ce mélange entre le karma et en fait l'absence de karma, c'est-à-dire le divin, le créateur qui intervient et qui nous amène dans telle ou telle direction. Il y a 9 corps célestes, on a 9 périodes planétaires. L'ensemble des 9 périodes font 120 ans. On les fait rarement, bien évidemment, mais on va naître à un moment donné dans une période. On ne va pas naître à un début, on va naître à un instant T dans une période. Chacun va naître dans telle ou telle période. Et puis vont se succéder les périodes planétaires tout le long de l'existence, suivant la même séquence et suivant la position de la planète dans le thème. Si la planète est forte, la période va être sympa. Si la planète est faible, waouh, ça va être compliqué. C'est important puisqu'on a des périodes qui vont jusqu'à 20 ans. 20 ans, c'est Vénus. Hein. Si tu as un Vénus qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'il est faible parce qu'il va exprimer un karma qui doit être nettoyé, pendant les 20 ans de Vénus, Vénus est relié à l'amour, c'est relié au plaisir, c'est relié à l'harmonie, c'est relié à tous ces aspects-là. Si Vénus est faible, pendant 20 ans, ça va être très difficile à vivre. Donc avec le Jyotish, on voit la période dans laquelle on est et on a des moyens correctifs à ce moment-là qui nous ont été donnés par nos amis les rishis, qui sont en fait les mantras, principalement les mantras, les pierres précieuses. Vous voyez, j'ai des pierres ici que je porte en fonction de diverses planètes que j'ai dans mon thème. Et le troisième moyen sont des yagyas, qui sont des cérémonies énergétiques que l'on fait
pour véritablement en fait brûler le karma. Mais justement, je voulais embrayer sur ce que tu dis vis-à-vis des planètes, parce que du coup, tu m'as déjà expliqué que ce qui est plus important finalement, c'est les planètes plutôt que les signes. En fait, Oui. est-ce que tu peux un petit peu étayer ça? Oui, l'astrologie occidentale est plus centrée sur les signes du zodiaque. Il suffit d'écouter des astrologues occidentaux, ils parlent beaucoup des signes du zodiaque. Lorsqu'on écoute des astrologues indiens parler de l'astrologie indienne, et des planètes. En fait, les signes du zodiaque vont créer des environnements extrêmement importants puisque la planète va être dans tel ou tel signe du zodiaque. En fait, c'est pas que la planète est dans le signe du zodiaque, mais lorsqu'on regarde la planète à partir de la Terre, derrière, il y a un amas planétaire qu'on appelle un signe du zodiaque qui va influencer la planète. Mais cette influence est très générale. La position de la planète dans le ciel de naissance va donner beaucoup plus de précision. En fait, la planète est beaucoup plus concentrée et beaucoup plus, pas intelligente, il n'y a pas plus d'intelligence, mais il y a plus de concentration, plus de focalisation. Et lorsqu'on porte l'attention sur les corps célestes en astrologie indienne, on a de multiples informations, mais précises. Parce que du coup, il faut quand même le dire pour ceux qui ne savent pas, les planètes, elles sont liées en fait à des aspects de notre vie. Oui, c'est ça. Tu parlais avant de Vénus. C'est ça. Oui, oui. En fait, les 9 corps célestes correspondent aux diverses lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Le Soleil, par exemple, va représenter la vitalité, la possibilité de se projeter dans la matière, le fait d'être connu. La Lune va être la réceptivité, la sensibilité, le passé. Mercure, c'est l'intellect, la discrimination, c'est le contact, la relation. Vénus, c'est le couple, l'amour physique, l'amour au niveau du cœur, le couple, le plaisir, le désir, et puis tout ce qui est de l'ordre de la captation de la lumière dans la matière. Mars, c'est l'énergie, la puissance, la compétence, la précision. Jupiter, là, c'est la spiritualité, c'est l'expansion de conscience, les enfants. Saturne, c'est la tranquillité, la concentration, la sagesse. Même si Saturne renvoie très souvent un karma relativement lourd, il est relativement mal aimé par les astrologues. Je considère que, au contraire, Saturne est une planète extrêmement protectrice, mais elle est chargée de renvoyer du karma très lourd. Et on a 2 nœuds lunaires, Rahu qui va ramener une énergie de transformation, une énergie très reliée à l'ambition, qui va plutôt privilégier les apparences, et Ketu qui est le nœud sud, et là est une planète extrêmement importante pour ceux qui sont dans la spiritualité, puisque Ketu est l'intelligence qui préside à l'éveil spirituel. Donc ces 9 corps célestes, en fait, représentent la totalité des lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Le Soleil, c'est Surya, la Lune, c'est Chandra, Mercure, c'est Bouddha, Vénus, c'est Shukra, Mars, c'est Mangal, Jupiter, comme c'est la spiritualité, c'est Guru, Saturne, c'est Shani, et Rahu et Ketu sont des nœuds dont les noms sont déjà en sanskrit. Et donc, du coup, en fait, si je comprends bien, ces planètes, quand on regarde notre carte astrale de naissance, du coup, védique, ça se présente aussi avec des planètes qui sont positionnées dans des maisons, avec des aspects, des choses comme ça. Est-ce que tu peux donner 2-3 indications? Oui, on va retrouver de toute façon les 9 planètes qui vont être projetées sur une carte de naissance. Et sur cette carte de naissance, il y a 12 maisons. Voilà. 12 maisons qui représentent en fait les 12 signes du zodiaque, à peu près. Voilà. Donc les planètes vont être représentées dedans. Sachant que la première maison, la maison 1 et la maison principale, c'est l'ascendant. C'est celle que l'on positionne à l'est au moment de notre naissance. Et à l'est de notre naissance, c'est là où le soleil se lève, c'est où l'énergie de création s'exprime. C'est celle qui nous amène, qui nous projette dans l'incarnation. Donc la maison 1, la maison centrale, qu'on appelle l'ascendant, et la maison centrale. Après, il y a 11 autres maisons, mais la maison 1 va représenter le destin, le physique, tout ce qui est le caractère inné, tout ce que l'on est à l'intérieur de soi, les défauts, les qualités. La maison 2, c'est l'argent, la famille que l'on crée, la communication. La maison 3, c'est les qualités intérieures de bravoure, de courage, ou à l'extrême de fainéantise. On a des thèmes où les gens sont fainéants, parce que c'est comme ça, voilà. On peut leur donner des moyens correctifs, mais ils n'ont pas d'énergie.
Ouais, c'est évident. La maison 4, c'est la maison du lieu d'habitation de la maman. C'est la maison des moyens de locomotion. La maison 5, très bonne maison, c'est la maison de la spiritualité pratique. Donc la méditation, c'est la maison des thérapeutes, la maison des enfants, la créativité artistique. La maison 6, il faut bien commencer par quelques difficultés. C'est la maison des maladies et des ennemis. Elle commence, celle-là, déjà à être un peu, si elle est faible, elle peut amener beaucoup de difficultés. La maison 7, c'est le couple et la relation avec les autres et les grands voyages. La maison 8, c'est certainement la plus difficile, elle ramène du karma qui peut vraiment créer des souffrances, mais c'est une maison profondément de transformation. Là, on est content, lorsqu'on a un vécu un peu difficile, qu'on se rend compte qu'il est relié à la maison 8, on est content de connaître un astrologue indien qui donne des moyens correctifs. Parce que vraiment, ça apaise. Parce que si on ne le fait pas, on peut rester très longtemps dans des périodes planétaires qui chahutent et dans lesquelles on va essayer de s'en sortir alors qu'on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque. La maison 9, c'est la meilleure maison, c'est la maison du Dharma, la maison de la spiritualité. Le Dharma, c'est ce que l'on doit faire, ce qu'on est venu faire. La maison 10, c'est l'activité professionnelle, la maison par laquelle on se présente au monde. Si on met un Ketu, par exemple, qui est plutôt une planète de, je sais pas, de timidité au départ, si on met un Ketu en maison 10, la personne va se présenter d'une manière timide, un peu recroquevillée sur elle-même. Si on met un soleil en maison 10, qui est une planète de vitalité, c'est « je suis là, regardez-moi, et je vais faire du bruit pour que vous puissiez me voir ». C'est ça. La maison 11, c'est une maison de réalisation des désirs de toutes sortes, spirituels ou matériels. La maison 12, qui est une maison dans certaines situations, parce qu'on perd tout, mais c'est une maison d'éveil spirituel, puisque lorsqu'on perd tout, on s'éveille. Alors, perdre tout, ça ne veut pas dire qu'on perd tout ce que l'on a, ça veut dire qu'on perd les attachements que l'on a et surtout l'identification à l'ego. Donc, ces 12 maisons ont des domaines bien particuliers, précis. On a 9 planètes qu'on va retrouver dans certaines maisons, pas dans toutes les maisons, puisqu'il y a 9 maisons et 12... non, il y a 12 maisons et une planète. On a 12 signes du zodiaque qui sont aussi dans les maisons. Et donc, on va avoir, si on a, comme j'ai dit, un Ketu en maison 10, ça va donner telle direction dans l'existence. Si on a un soleil en maison 1, ça va donner beaucoup de vitalité. Si le soleil est faible en maison 1, ça va donner un manque de vitalité, etc. D'accord. Et justement, est-ce que... bah oui, du coup, je pense que ta réponse, ce sera sûrement oui, mais on peut voir alors les difficultés au niveau de la santé, comme ça, sur une carte du ciel. Oui, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas très spécialisé en matière de santé en astrologie védique. Je suis plutôt relié sur le développement spirituel, mais j'ai quand même quelques connaissances. Mais c'est vrai qu'en Inde, de toute façon, l'Ayurveda, qui est le système de santé, est très relié au Jyotish. Souvent, en Ayurveda, on va essayer de déterminer la prakriti, c'est-à-dire la nature de la personne. On commence classiquement à percevoir la prakriti, c'est-à-dire l'expression de l'âme à travers un corps. On va plutôt commencer en percevant cette prakriti à travers la carte natale. Et après, par la prise de pouls, on va confirmer ça. En tout cas, les maisons 6, 8, 12 que j'ai indiquées, qui sont des maisons à difficulté, et la maison 1 aussi, sont des maisons par lesquelles on perçoit assez classiquement les maladies, d'autant plus que les maladies sont des retours karmiques. Ok. Mais c'est vrai parce que je trouve ça très intéressant parce que j'ai été confrontée, tu vois, en faisant beaucoup de consultations, en fait, à des personnes qui ont du mal à comprendre un petit peu la complexité de leur être, parce que c'est vrai que si on dit Vata, Pitta et Kapha, ça peut sembler assez réducteur, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder les cartes du ciel des gens, je me suis rendu compte, ok, il y a plus de nuances, en fait, il y a des endroits dans lesquels un élément va plus s'exprimer qu'un autre, et je trouve que, tu vois, l'Ayurveda, on voit ça aussi beaucoup comme un système de médecine qui va montrer aux individus qui sont vraiment uniques en leur genre. Et je trouve que quand on y rajoute le Jyotish, alors là, d'un coup, le truc, il est clair comme l'eau de roche, quoi. Oui. Mais c'est vrai que ces deux connaissances de l'astrologie védique et de l'Ayurveda sont des connaissances, et je ne dis pas ça parce que je pratique le Jyotish, mais je pratique le Jyotish parce qu'elles sont merveilleuses. Elles sont d'une précision extraordinaire. L'Ayurveda, lorsque c'est pratiqué par des gens qui sont compétents, et souvent les gens sont compétents, c'est fabuleux. Mais même lorsqu'on apprend l'Ayurveda,
la vision des rishis du fonctionnement du corps humain, on est à genoux devant cette connaissance. Et ils ont fait tout ça il y a 7-8 000 ans, sans microscope et sans outils matériels. C'est juste par la conscience. Ça a été perçu. Et le jyotish, cette connaissance a été perçue de la même manière. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne. C'est que l'astrologie indienne, les règles ont été perçues directement. Et il y a des différences entre les deux types d'astrologie. Hein. Je ne sais pas si je peux en parler là. Bah si, vas-y, cite-en quelques-unes, parce que je pense que ça intéressera clairement les gens qui vont regarder cette vidéo. L'astrologie indienne est différente mathématiquement déjà. C'est-à-dire que entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne, on va avoir une différence d'environ de 24 degrés de position des planètes. Environ de 24 degrés. Ça s'explique par le fait que les Indiens vont corriger, vont corriger chaque année le mouvement de la Terre autour du Soleil. Il y a une correction. Voilà. Cette correction, elle provient de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est un peu technique, mais effectivement, si on travaille de toute façon sur un ciel qui fait 360 degrés, les 12 maisons font chacune 30 degrés. Là, on a une différence de 24 degrés. On a souvent en astrologie indienne des planètes qui ne sont pas placées dans les mêmes signes du zodiaque et dans les mêmes maisons qu'en astrologie occidentale. Voilà. Alors, je vais être sincère, je n'ai pas de capacité à parler de l'astrologie occidentale puisque je ne la connais pas particulièrement. Elle a bien évidemment ses effets et ses compétences. Ce que je sais, c'est que l'astrologie indienne que je pratique est extrêmement précise. Ça, c'est le premier moyen, donc différence de 24 degrés, puisqu'on est dans une astrologie qu'on appelle sidérale. Sidérale, ouais. À la différence de l'astrologie occidentale qui est tropicale. Après, la deuxième différence, elle est énorme aussi, c'est qu'on va s'occuper de la place de la Lune dans le thème et non pas la place du Soleil. C'est une astrologie lunaire. Le signe de naissance est donné par l'emplacement de la Lune. Alors pourquoi? Parce que la Lune est le corps céleste le plus proche de la Terre, le plus rapide. C'est celui qui permet une lecture extrêmement précise de beaucoup de domaines, et surtout le domaine du passé. La Lune va représenter le passé. Non pas qu'on ait envie d'aller se plonger dans le passé pour s'y référer perpétuellement, mais pour percevoir ce qui vient du passé et ce qui s'exprime du passé dans notre incarnation. Et la Lune, surtout, va être la planète qui représente la réceptivité, la sensibilité, l'ouverture, et surtout, la Lune va représenter les aspects de la mère divine. Okay. L'aspect de la féminité est important. Les Occidentaux, qui sont entre guillemets plutôt des hommes, qui ont pratiqué l'astrologie, ont une vision plutôt masculine. Le Soleil, c'est le centre de l'univers, on lui obéit, c'est le patron. C'est historiquement classique dans ce sens-là. Voilà, il y a encore 50 ans ou 100 ans, on pensait que Dieu, en Occident, était un homme quand même. Hein, c'est une vision masculine. Les riches qui étaient beaucoup plus sensibles ont perçu que la féminité et l'énergie de la femme, l'énergie de la mère divine, est bien sûr une énergie régénératrice, transformatrice, qui amène la transformation, le mouvement et la vie. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas bien évidemment analysé, puisqu'il représente l'âme mais aussi l'ego. Il va être représenté, mais on va percevoir l'incarnation pas à travers l'énergie féminine. Donc, c'est la deuxième différence, c'est que c'est une astrologie lunaire. Troisième différence, c'est qu'on a un système que j'ai indiqué tout à l'heure de périodes planétaires. Voilà. Et ces périodes planétaires, c'est un système d'une précision extraordinaire. À la demi-journée près, à l'heure près, on peut percevoir quel retour de karma peut arriver. Et c'est important puisqu'il y a des retours de karma qui peuvent être extrêmement durs, extrêmement destructeurs. D'accord. Alors, le karma doit revenir, mais il faut le transmuter. Voilà. Et donc, les systèmes de périodes planétaires nous indiquent quels sont le karma qui revient à tel moment. Et là, on arrive avec cette description de cette troisième différence à la quatrième différence qui est les moyens correctifs. On applique des moyens correctifs pour, en fait, transmuter les énergies karmiques que la planète nous renvoie.
La planète en elle-même n'est pas faible, mais c'est elle qui va renvoyer des énergies faibles. Si Vénus, comme tout à l'heure dans mon exemple, est faible et qu'on arrive dans une période de Vénus qui va durer en plus de 20 ans, c'est quand même la période la plus longue, là, il y a des moyens correctifs qu'on met en place. Alors, les moyens correctifs, ce sont souvent des... Il y en a de multiples, mais ce que je propose, moi, c'est les mantras planétaires que l'on peut écouter ou chanter. Mm. Puisque les planètes ne sont pas des cailloux dans le ciel, ce sont des êtres divins, ce sont des divinités. Les Indiens considèrent que ce sont des déités planétaires. Donc on écoute des mantras, ça vient transformer dans nos corps subtils les énergies karmiques que la planète nous renvoie. Et il y a après les pierres précieuses que j'ai indiquées tout à l'heure et les yagas. Mm. Ça, c'est donc la quatrième différence. Super, bah écoute, je te remercie énormément pour cette grande introduction en fait à l'astrologie védique. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour rentrer un petit peu plus en détail dans au moins un aspect de comment on peut commencer à essayer de comprendre et d'appliquer pour soi-même en fait l'astrologie védique. Alors du coup, j'espère que ça a plu à tout le monde. Donc on se retrouve pour une deuxième partie avec François.